comment étendre le Lean avec ses partenaires, c'est-à-dire au-delà de mon équipe, à l'intérieur d'une organisation, comment l'étendre avec d'autres silos, mais aussi comment l'étendre au niveau d'une organisation qui, elle, va peut-être d'autres équipes, dans d'autres entreprises, avec vos partenaires. Même à l'intérieur de la même entreprise, un service commercial ne va pas forcément bien parler avec un service opération. Deuxième outil qui est fondamental pour le Lean et World Class Leadership, c'est d'étendre le Lean au-delà de notre périmètre actuel. Pourquoi? On pourrait se dire c'est très bien, j'ai balayé devant chez moi, c'est ok. Déjà, tout leader va vouloir avoir de l'impact. Et tout leader qui a de l'impact va vouloir aller au-delà de lui-même, au-delà de son équipe. Donc ça, ce serait un premier pourquoi, une première raison. Mais surtout, c'est parce que la plupart des problèmes que vous allez avoir, ils ne sont pas dans votre équipe. Ils sont aux interfaces avec d'autres équipes. C'est ce que nous avons vu dans le cadre de la cartographie processus, de la mise en flux notamment, de la qualité. Parfois, le défaut, il vient en amont et il peut apparaître en aval alors qu'on ne l'a pas vu. Donc c'est fondamental, si on veut être efficace en Lean, de déployer le Lean dans ce qu'on appelle le Lean Extended ou le Lean Enterprise, c'est-à-dire le Lean qui dépasse le propre périmètre de notre équipe, de notre service, de notre département, voire même de notre entreprise. Et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à travailler sur des dimensions de partenariat. C'est ce que j'ai beaucoup fait par exemple pour Ariane 6. Ariane 6, qui est un projet énorme en termes d'enjeux, qui inclut de très nombreux partenaires, a des tensions comme tout industriel, comme toute entreprise, avec ses partenaires avec lesquels en fait, ils ont des challenges et de la pression qui augmente. Pourquoi? Parce que Ariane 6, ça demande un délai beaucoup plus rapide, à la fois de développement du nouveau produit, mais aussi de mise en œuvre de manière industrielle des lanceurs de manière progressive et systématique pour pouvoir être compétitif. Et donc du coup, on demande de réduire les coûts, on demande de réduire des délais tout en améliorant la qualité. Eh bien cette pression-là, elle se déploie aussi sur les partenaires et notamment les fournisseurs, mais aussi les clients qui, eux, mettent la pression pour y arriver. Et là, on peut s'inspirer de ce qu'a fait Toyota et l'industrie automobile. Toyota a accompagner à l'origine ses fournisseurs, ce qu'on appelle les sous-traitants niveau 1, niveau 2, niveau 3, à mettre en place les outils du Lean. Pourquoi? Pour que leurs usines soient de plus en plus efficaces, pour que les optimisations de flux qu'ils ont mis en place puissent être aussi en amont présentes chez leurs prestataires, chez leurs fournisseurs de rang 1, de rang 2, de rang 3, et pour que l'ensemble du flux soit optimisé. Donc du coup, la question c'est, dans mon équipe, dans mon secteur, dans mon industrie, comment je fais pour que les meilleures pratiques d'amélioration continue, comme celles que nous avons vues sur le Lean et World Class, eh bien, je les étende avec mes fournisseurs et pourquoi pas avec mes clients. Et quels outils je vais mettre en place avec eux? Mais avant de parler des outils, on parle de l'écosystème, d'identifier les personnes qui sont les plus fondamentales. Où est-ce que ça pêche le plus? Est-ce que c'est plus avec mes partenaires fournisseurs ou est-ce que c'est plus avec mes partenaires clients? Et je reprends ce que dit cet expert en management sur justement les cercles d'influence que nous allons voir, eh bien, il n'y a pas de partenariat gagnant-perdant. On dit souvent, dans un partenariat, par exemple par rapport à un client, par rapport à un fournisseur, tiens, je vais serrer les boulons, je vais essayer d'avoir le plus de marge possible et de quelque part de me faire de l'argent sur son dos. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe fondamentalement lorsque vous avez gagné quelque part le dessus par rapport à un fournisseur ou par rapport à un client? D'une manière consciente ou inconsciente, le client ou le fournisseur le ressent, le vit, et va se rattraper d'une manière ou d'une autre. Je l'ai vu systématiquement dans tous les secteurs, dans le secteur du transport, dans le secteur des services, dans le secteur digital, où lorsque le prestataire, le fournisseur de matières, d'informations, de services, de développement, se sentait pressurisé, il essayait de se rattraper et de masquer quelque part des frais supplémentaires pour ne pas trop y perdre, parce que ce n'est pas juste pour lui. Donc on va voir comment, sans être un bisounours, on va mettre en place une relation gagnant-gagnant et non pas gagnant-perdant qui devient en fait relation perdant-perdant. Alors comment on fait ça? Un des outils que j'utilise quasiment systématiquement quand on travaille sur des partenariats, justement avec nos fournisseurs, c'est cette image en fait du value stream mapping que nous avons déjà vu. Au début, dans la chaîne de flux,
la cartographie des processus, où on va inclure les fournisseurs, notre service, notre entreprise, et peut-être même le client, ou notre service et le client. On va identifier dans cette chaîne de flux où est-ce qu'il y a des dysfonctionnements. Et en fait, on va réaliser que les objectifs, les enjeux pour chacun sont différents, voire antinomiques. Le fournisseur, il cherche à gagner le plus de marge. L'entreprise actuelle, notre entreprise, elle cherche aussi à gagner le plus de marge. Mais quand on ne communique pas et qu'on n'échange pas les informations qui sont vitales pour optimiser ce processus, eh bien, on se met la pression, on s'enferme. Et ça conduit souvent à des équipes des deux côtés qui sont extrêmement pressurisées, avec des burn-out, ce que j'ai vécu, avec de la pression énorme et aucune ou très peu de solutions qui sont mises en place et de la vraie perte, en fait, par rapport à l'efficacité. Et au final, tout le monde y perd. Donc l'idée, c'est de faire une préparation commune, d'aller rencontrer le fournisseur, l'entreprise, d'échanger avec des personnes clés. Quelques heures ou 2-3 jours peuvent suffire, et puis après de faire un premier groupe de travail de 2-3 jours. De mettre ensemble, c'est quoi notre pourquoi commun, nos enjeux communs. Et à partir de là, que ce soit en intra-équipe, en inter-équipe ou en partenariat entre entreprises, on va voler ensemble avec un pourquoi commun, qui est de faire que notre filière, notre chaîne de valeur globale, pour produire des services aux clients de nos clients ou à nos clients, fonctionne de manière efficace. Et ça conduit à cette image que j'aime beaucoup, des deux ânes, des deux baudets, qui essayent de manger leur foin de chacun de son côté et qui essayent de gagner la marge au détriment de l'autre parce qu'on n'a pas le temps d'aller s'occuper de l'autre tellement on est pressurisé de notre côté. Et de basculer dans le mode qu'on voit ici, à droite, où justement, eh bien, on va discuter ensemble. On va identifier ça pourrait être quoi un pourquoi commun. Et pour discuter ensemble, il faut aller mettre ses tripes sur la table. Aller être un peu plus transparent, pas faible, pas fragile, mais s'engager à avoir envie d'aller discuter de cette partie-là. Et on va voir que les outils peuvent nous aider. Stephen Covey, que j'ai déjà cité tout à l'heure, lorsque je disais on va travailler sur le cercle d'influence, mais aussi cette dimension de partenariat gagnant-gagnant et non pas perdant-perdant, il dit exactement la même chose. Dans ces 7 clés des managers, les 7 habitudes des managers qui réussissent, il y a cette clé sur laquelle j'ai beaucoup focalisé, quel est le cercle d'influence sur lequel je peux travailler, et non pas le cercle des contraintes. Souvent, on regarde les contraintes budgétaires, de faible marge de manœuvre qu'on a, de contraintes, de processus, etc., qui nous imposent et qui nous empêchent finalement de nous sortir d'une situation. Eh bien, on va maintenant, plutôt que de nous focaliser sur les contraintes, on va en être conscient, évidemment, on va les prendre en considération, mais on va se focaliser sur ce qu'on appelle l'influence, ce qui est important pour nous. Et comme le dit Marc Aurèle, donne-moi le courage de changer ce que je peux changer, donc c'est mon cercle d'influence, la sérénité d'accepter ce que je peux changer, donc j'en suis conscient de ce cercle des contraintes, et la sagesse de distinguer l'une de l'autre. Parce qu'à chaque fois que je vais mettre mon énergie, qu'une équipe va mettre son énergie sur le cercle des contraintes, ce cercle des contraintes va grandir, comme on le voit ici, au détriment du cercle d'influence. Et c'est ce qui fait que des gens qui se plaignent, qui ne voient pas de solution, qui ne pensent pas en dehors de la boîte, qui ne think pas en dehors out of the box, qui vont râler. Est-ce qu'on a envie de travailler avec des personnes qui râlent, qui se plaignent, même si nous-mêmes nous nous plaignons en tant qu'êtres humains de manière aussi assez fréquente, mais est-ce que c'est quelque chose de récurrent, de systématique, de prépondérant? Eh bien, cette énergie-là, elle a un taux d'échec extrêmement élevé, supérieur à 90% d'échec. Alors que lorsqu'on se focalise sur le cercle d'influence, tiens, comment je pourrais aller voir des parties prenantes qui, à la première impression, vont être un peu dans un challenge par rapport à moi, comme des fournisseurs, comme des clients, comme une autre équipe dans mon entreprise. Comment est-ce que je peux aller discuter avec eux pour mieux comprendre quels sont leurs enjeux? Ça, c'est mon cercle d'influence. Et comment je peux agir là-dessus pour trouver un pourquoi commun? Comment est-ce que je peux, par exemple, partager mon chicanerie qu'on a vu comme outil de stratégie? Voilà la vision qu'on a pour l'équipe, pour le département ou pour l'entreprise. Voici les projets, les guerres principales sur lesquelles, en termes d'axe stratégique, on intervient. Quels sont les projets? Et voici des indicateurs qui sont importants pour nous, parce que voilà ce qui est en jeu. Eh bien, lorsqu'on se focalise sur des outils, sur du relationnel, qui permettent d'agir sur le cercle d'influence, eh bien, le taux de réussite, il passe de 9% à 95%, x 10. C'est pas moi qui le dis, c'est justement Stephen Covey qui a fait des études sur plein d'équipes. Et voilà les 5 outils qu'on peut mettre en place pour développer du lean étendu au-delà de notre équipe. Le premier, et on l'a vu dans la dimension entrepreneur, sur la dimension valeur et perte, du lean et world class, je vous invite à y revenir,
c'est d'identifier les pertes majeures pour nous et pour nos partenaires. Les pertes majeures que l'on partage. Je vous ai pris l'exemple d'Ariane 6. Clairement, les pertes majeures, c'est que le processus client-fournisseur dysfonctionnait et du coup, tout le monde perdait énormément d'énergie. Relationnellement, ça ne passait pas. C'était des conflits budgétaires, c'était parfois des lettres d'avocats. Tout ce temps était perdu, non pas sur le focus du travail, mais à se défendre les uns des autres. C'est une perte importante. Il peut y avoir d'autres pertes, notamment lorsque vous faites un design technique et qu'on ne discute pas suffisamment, par exemple, avec les développeurs, les ingénieurs qui produisent ça. Entre commerce et ingénieurs, ce process global est un process généralement qui a beaucoup de pertes, parce que ce sont des mondes qui se parlent peu, qui fonctionnent différemment et qui peuvent être hyper complémentaires, mais aussi très opposés les uns par rapport aux autres. Si on n'arrive pas à communiquer, à faire un value stream mapping, à identifier les besoins à chaque étape, eh bien, il y a beaucoup plus de difficultés que le processus fonctionne et il y aura énormément de pertes. Le troisième outil qu'on peut utiliser, c'est l'animation intervalle court, le management visuel, qu'on fait souvent dans nos équipes. On le fait à notre niveau managérial et comme on l'a vu au niveau du performeur, au niveau de la dynamique des équipes, on peut le faire à différents niveaux, notamment hiérarchiques à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi en transverse sur des processus, mais aussi en transverse sur des projets. Donc oui, on le fait déjà, souvent en hiérarchique, quand il marche, ce qui est assez rare, mais ça marche. Ça donne un résultat juste incroyable quand il arrive à avoir cette articulation, ces remontées des alertes et ces prises de décision et ces informations qui redescendent. Mais quand vous le faites déjà sur des projets transverses, ce qui est aussi assez fréquent, ben vous voyez les gains sur les projets. Mais surtout, quand vous le faites sur des processus, eh bien là, vous arrivez à contrebalancer l'effet des silos. Et c'est plus difficile à mettre en place que de manière hiérarchique, parce qu'il faut apprendre à se réguler les uns avec les autres. Alors vous n'imaginez pas quand vous arrivez à le mettre en place avec des partenaires et aussi avec des clients. Il n'y a pas une entreprise pour moi qui réussit vis-à-vis de ses clients sans mettre à place un rituel en fait de pilotage régulier sur ses attentes pour ajuster de manière régulière, pour identifier quand ça va pas, et surtout pour réajuster le tir. Ce qui nous amène au quatrième outil, qui est celui de l'A3, de la résolution de problèmes, pour identifier les problèmes et les résoudre ensemble. Donc la démarche A3 que nous appelons écart, enjeu, constat, analyse, résolution, et de mettre en place ces 4 étapes pour affiner en fait la résolution du problème et la faire ensemble. Les plus gros gains que nous avons eus, que les équipes ont eus sur Ariane 6 avec leurs partenaires clés fondamentaux où il y avait des tensions, ça a été de résoudre ensemble le problème qu'ils avaient sur un processus. Donc ils ont commencé par valider la perte, première étape. Ben voilà, oui, c'est un véritable enjeu, ça nous coûte des deux côtés, on est au pied du mur, les équipes sont proches d'une tension extrême, on ne peut plus continuer. Allez, on engage une démarche de BSM, de Value Stream Mapping, on essaye de comprendre sur notre processus partagé en amont, en aval, client-fournisseur, où est-ce que ça pêche. Et on va mettre en place de la résolution de problèmes. Où sont les points de dysfonctionnement les plus importants dans ce processus? Ok, qu'est-ce qui se passe dans cette prise de décision chez le client, chez le fournisseur? Et là, on va mettre en place de la résolution de problèmes. Mais clients et fournisseurs, ensemble, on va résoudre le problème, on va expliquer comment fonctionne l'organisation, comment fonctionnent les méthodes et les outils, on va résoudre ça. Et ensuite, ça nous amène à l'AIC. Une fois qu'on l'a fait une fois en séminaire, derrière, on met en place des rituels pour que cette résolution de problème qui a marché une fois, eh bien, elle puisse être faite de manière régulière, à partir des indicateurs, quels sont les écarts et comment est-ce qu'on les améliore. Tout ça, ça nous conduit à la 5e dimension, ce qui est cette stratégie d'influence, cette Oshinkanri, ensemble que l'on peut mettre en place. Donc je vous invite à identifier dès maintenant un client interne ou un fournisseur interne et de voir dans les outils que je viens de vous présenter, de perte, de VSM, d'écart, d'analyse de résolution de problèmes et d'AIC, tiens, qu'est-ce qui pourrait le plus m'aider? Qu'est-ce que là, je pourrais décider de mettre en place avec ce partenaire interne et ou externe? Comment je vais démarrer? Souvent, comme je vous l'ai expliqué, c'est bien de démarrer par les pertes, mais vous pouvez démarrer par le VSM, vous pouvez démarrer par un AIC, c'est très bien. Il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent avec leurs clients, avec les AIC. Ça permet d'établir le lien, ça permet de se mettre d'accord sur des objectifs avant d'aller plus loin. Donc je vous invite à cette séquence-là. Qu'est-ce que vous mettez en place?